Voici l'histoire d'un mangaka kidnappé et séquestré par une mystérieuse lycéenne. Le problème, c'est que ce mangaka, c'est moi, et ceci est mon journal de captivité. Jour 1. Je me suis réveillé dans une pièce sombre. Réflexion froide, j'ai pensé avoir dormi toute la journée. Alors que j'essaye d'attraper mon téléphone, je sens mon bras retenu par quelque chose, alors que des bruits de chaînes en acier retentissent. Je me sens suffoqué. Je perçois des chaînes sur mes mains. L'obscurité m'empêche de reconnaître où je suis. Il semble y avoir une tablette au fond de la pièce. Mon idée était alors de me connecter à Internet pour appeler des secours. Alors que ces mots s'échappent de ma bouche, j'entends une voix féminine. Une fille habillée en uniforme de lycéenne entre par une porte et me dit que je ne pourrais pas faire ça et qu'à partir d'aujourd'hui je vais dessiner confiné dans cette pièce. C'était le premier jour de mon confinement. Jour 2. J'essaye désespérément de trouver un moyen de m'échapper, mais rien ne me le permet. Le store est verrouillé et passer par la porte serait du Si je tente de faire du bruit, elle arrivera avant que personne ne puisse m'aider. Qui plus est, je sais pertinemment avec quoi je serai reçu. Soudain, la porte s'ouvre. La lycéenne rentre dans la pièce, pose un plateau de nourriture qu'elle pousse du pied dans ma direction, mais mon état ne me donne pas d'appétit. Toutefois, elle ne me laisse pas vraiment le choix. Le menu est simple, basique. Du yaourt, de la gelée et des suppléments. Ce qu'on donne à un patient malade. Cependant, ça n'est pas ce qui me dérange le plus. Mais le fait qu'elle m'épie sans réellement se cacher derrière la porte. Quoi qu'il en soit, j'avais bien besoin d'un repas comme celui-ci. Si je ne me rappelle pas de ce qui précède mon kidnapping, je sens bien que j'étais et suis toujours épuisé. Jour 3. Elle rentre dans ma pièce, chambre, qu'importe. Elle me fait remarquer que je n'ai toujours rien dessiné. Je lui réponds que tout ce que j'ai pu faire récemment s'est avéré très décevant. J'en suis à un point où je ne sais plus quoi dessiner. Elle brise le silence que ma réponse a engendré à travers une proposition simple. Dans ce cas, je n'ai qu'à la dessiner elle. Je n'ai que très rarement dessiné une lycéenne dans ma vie, et pour le coup, c'est bien la première fois que je peux en voir une d'aussi près. En y repensant, c'est bien la première fois que j'ai pu observer ma kidnappeuse. Son visage, ses yeux, son cou, ses cheveux, ses piercings, ses ongles. Ce que je vais écrire va paraître inconcevable, mais je ne pouvais pas me retenir de commencer à dessiner. Jour 4. Une fois le dessin fini, je lui montre le résultat. Rien. Elle ne réagit pas, et, soudainement, elle me demande de me dénuder. Le choc m'a fait bugger au sens le plus littéral. Elle me dit froidement de me dépêcher. S'il y a bien un moment dans ma vie où je dois être convaincant, c'est bien là. Premier argument. Si j'essaie de me déshabiller et mes vêtements seraient coincés dans les chaînes. Illico presto, elle défait ces dernières tout en gardant son couteau à la main. Deuxième argument. Pas d'argument. Une fois déshabillée, elle me demande d'enlever le bas également. Je cède. Sur quoi elle se retourne et me demande de la suivre vers la salle de bain. Au final, elle voulait simplement que je me lave. Ça se tient vu le temps que j'ai passé coincé dans ma chambre. Elle lave même mes vêtements. Peut-être est-ce là une récompense pour mon dessin. Maintenant que j'y pense, ça doit faire un moment qu'un de mes dessins n'a pas eu un tel effet chez quelqu'un. Jour 5. Je commence enfin à me rappeler des bribes de ce qui précède mon kidnapping. Je pense être séquestré dans mon propre appartement. Voici ce qu'est donc la vie confinée chez soi par une lycéenne. Attends, mais ça n'a aucun sens. Elle est là, à me regarder pendant que je mange. Ma ravisseuse me demande comment je trouve mon repas. Il n'est pas mauvais, mais mon expression me trahit. Elle me demande ce qui ne va pas. Ma réponse se fait sous forme de question. Ne suis-je pas un gouffre financier pour elle ? Et voici qu'apparaissent 2 cartes de crédit. La sienne et la mienne. C'est notre argent à tous les deux qu'elle utilise pour financer ma captivité. Mais comment pouvait-elle connaître mon code bancaire ? La réponse est simple. Si quelqu'un compte mettre sa date de naissance en ligne, il faut penser à mettre un code PIN qui n'est pas sa date de naissance. S'il vous plaît, quiconque me lira, changez votre code. Jour 6. Je suis dos au mur. Le couteau dans la main, ma ravisseuse me demande pourquoi je ne comprends pas ses intentions. Qui plus est, après tout ce qu'elle a fait pour moi, elle lève son arme. Le regard froid, j'ai compris. Ma vie arrive à son terme. Je me réveille subitement, en sueur. C'était un cauchemar, terrifiant de réalisme. Alors que j'essaie de me calmer, je l'entends me demander de quoi je parle, ce qui me fait sursauter de panique. Je lui demande ce qu'elle compte faire avec ses ciseaux. Simplement me couper les cheveux. J'ai paniqué pour rien. Je lui dis que j'apprécie mes cheveux comme tels. Quoi qu'il en soit, elle a bien remarqué que je faisais du bruit dans mon sommeil. Je lui dis maladroitement que je rêvais d'elle. Son regard a changé. Elle me dit que l'imagination est une qualité tant qu'elle est modérée. Je crois avoir créé un malentendu. Jour 7. Après une semaine de confinement, je dois bien dire que j'attends à chaque fois avec impatience l'heure du repas, malgré le fait que ce dernier soit décevant pour rester modéré. Une fois midi venu, je ne peux me retenir d'appeler la lycéenne, en lui demandant si elle ne cuisine jamais, ne serait-ce que pour elle-même. Elle me confie qu'elle n'a jamais cuisiné. Et là, une glissade s'échappe de ma bouche que j'apprécierais une nourriture légèrement plus travaillée.
Sa réaction est froide, et ce sont des précisions qui me sont demandées. Tant qu'à faire, je lui dis que, comme elle a toujours sur elle un couteau de cuisine, elle pourrait peut-être essayer de s'en servir de manière appropriée. Son regard me rappelle celui du malentendu d'hier. De manière plus froide, elle me paraphrase en me disant que ce que je veux, c'est des repas faits maison en fait. En soi, c'est bien le cas, et elle dit d'un air pensif qu'elle essaiera de se servir de son couteau. Jour 8. J'ai commencé à entendre des bruits occasionnels venant de la cuisine, mais pas que. La chaîne autour de mon cou semble s'être agrandie. Avant, je ne pouvais accéder qu'à une moitié de ma chambre. Désormais, je peux me déplacer librement sur l'ensemble de cette dernière, et ce, jusqu'à la porte. Ma curiosité l'emporte, et je me rapproche de la porte pour voir ce qui se passe de l'autre côté. D'un coup, son visage. La surprise me fait tomber à la renverse. Je vois bien qu'elle a été surprise aussi. Elle me demande si je suis curieux à propos de ce qui se passe en dehors de ma chambre. Je confirme et lui demande si elle l'est pour ce qu'il se passe ici. Au final, elle se demandait simplement comment j'allais. Je me dois bien d'avouer que ça va mieux, mais je ne peux m'empêcher de demander pourquoi la longueur de la chaîne a été étendue. Sa réponse est simple. Elle veut simplement que je sois en bonne santé. Pour une fois, j'en suis resté silencieux. Mais peut-être, oui, peut-être aurais-je pu lui demander si le principe de confinement n'était pas mauvais pour la santé. Jour 9. Je suis réveillé par des bruits. Rapidement, une odeur envahit ma chambre. Je n'arrive pas à déceler ce que c'est. Je me dirige vers la porte que j'entrouvre. Je l'aperçois en train de cuisiner. Aurait-elle commencé à cuisiner pour moi ? Je me demande depuis combien de temps j'ai pas mangé un plat fait maison. Alors, je la regarde. Elle découpe violemment des carottes, puis la marmite déborde. Bon, l'important, c'est d'essayer. Enfin, la touche finale à coup de ketchup. Une vraie scène de crime. Bon, ça peut pas être pire que la gelée, hein ? Le résultat est mitigé. J'ai de la soupe miso dans une tasse, pas commun. Des œufs frits au ketchup, quoique du ketchup aux œufs frits. Des pancakes brûlés, des pommes coupées en forme de... ouais, et... ah oui, quelques suppléments. Je la remercie pour le repas. Comme souvent, elle me regarde manger, mais son regard n'est pas le même. Peu importe le goût, je me dois d'être reconnaissant de son effort. À ma grande surprise, c'est plutôt bon. Je n'attends pas pour le lui dire. Elle me demande de confirmer, mais clairement, je suis honnête. Ce n'est franchement pas mauvais. Peut-être que mes papilles, sevrées de vraie nourriture depuis un moment déjà, arrivent à se ravir de peu. Qu'importe, c'est bon et c'est tout ce qui compte. L'espace d'un instant, mes yeux se tournent vers elle. Peut-être que ça n'est que moi, mais l'espace d'un instant, j'étais persuadé de l'avoir vue sourire à travers son masque. Jour 10. La nourriture est déjà mieux qu'hier. Clairement, aujourd'hui était encore plus agréable qu'hier. Elle semble satisfaite. Clairement, je lui suis reconnaissant, mais... comment dire ? Cette situation est étrange. Pourquoi mériterais-je de tels repas alors que je ne fais rien en retour ? Je me dis que, peut-être, je pourrais l'aider à nettoyer. Là, je vois à travers la porte un livre de cuisine sur le sol. Visiblement, elle essaye de s'améliorer pour moi. Il va bien falloir que je trouve quelque chose à faire en retour. Jour 11. Dessine-moi. Ces mots, je n'ai pu les sortir de ma mémoire. Très bien, je vais m'y atteler. De toute manière, et compte tenu de mon confinement chez moi, je n'ai pas grand-chose d'autre à faire que de dessiner. Il est temps pour moi de raconter mon histoire. Celle d'un mangaka confiné par une étrange lycéenne. Je n'arrive pas à déterminer s'il s'agit ou non d'une bonne idée. Ma pensée est troublée par la porte qui s'ouvre brusquement. C'est elle. Elle a simplement oublié de récupérer une cuillère, mais elle voit à mon sursaut qu'il y a quelque chose. Alors elle me demande ce qu'il se passe. Je lui dis d'une voix tremblante qu'il n'y a rien. Son regard passe au-dessus de mon épaule. Elle voit le brouillon de ma planche. Elle quitte la pièce en chantonnant. J'aurais peut-être dû lui demander ce qu'elle en pensait. Jour 12. Pour la première fois, je suis réellement plongé dans mon travail, si bien que je ne me suis pas rendu compte de sa présence derrière moi, ni même du fait qu'il était déjà l'heure du repas. Le repas du soir était donc du riz cuit correctement, du thé, une salade, un hamburger visiblement fait maison, et quelques suppléments qui se font de plus en plus rares. Je ne peux m'empêcher de lui demander si elle a tout fait, ce à quoi elle me répond que oui, et dire qu'elle a commencé à cuisiner il y a quelques jours à peine. Comme d'habitude, je la remercie pour le repas et attaque ce dernier. Est-ce que je l'aime qu'elle me demande ? Oui, clairement oui, si bien que j'en souris. Elle me fait remarquer que c'est la première fois qu'elle me voit sourire, et qu'elle en est fière. Je n'en doute pas, elle a énormément travaillé. Ma réponse est claire, nette et précise. Si elle a travaillé aussi dur, c'est bel et bien à mon tour de donner mon maximum. Heureuse, elle me soutient. Je lui retourne sa première remarque. Aucun doute possible, elle a souri. Non, me répond-elle. Ok. Jour 13. À l'odeur, je pouvais savoir que ça allait être épicé. Éventuellement, j'entends toquer à la porte. Elle veut que je lui ouvre. J'ai du mal à comprendre pourquoi, mais bon, je m'active. Je lui ouvre et je la vois avec 2 plateaux. Je lui demande pourquoi elle en a 2, ce à quoi elle répond sans hésitation qu'elle mangera là aussi. Alors qu'elle s'installe, je l'interpelle et lui demande si elle est sûre de vouloir me montrer son visage. Encore une fois, sa réponse est cash. Ça ne la dérange pas. S'active alors mon esprit.
À ma connaissance, dans les films d'horreur, une fois que la victime a vu le visage de son ravisseur, c'est finito. Je commence à stresser, et sans grand doute, elle a dû s'en rendre compte. De fait, elle me dit que je n'ai pas à m'inquiéter. Dès le début, elle s'était résignée à montrer son visage. Je ne m'y attendais pas, autant au fond qu'à la forme. Elle brise mon état oscillant entre angoisse et soulagement et me dit de me dépêcher, sinon ça va refroidir. Bon, au moins, elle ne me regardera plus manger dans un silence absolu. Ouais, ça c'était... spécial. Jour 14. Ça fait déjà 2 semaines que mon confinement a commencé. Mes journées se ressemblent et se rassemblent. Je me réveille au bruit de la cuisine de ma ravisseuse. Premier réflexe, faire un peu d'exercice. Il faut dire que c'est compliqué quand on est coincé dans une seule petite pièce. Éventuellement, c'est l'heure du petit-déj, que l'on prend ensemble. Mais on n'a guère de conversation. Après ça, elle prend la pause pour mon manga. Arrive le début de la soirée et elle s'en va cuisiner. Admettons qu'on soit sur une de ces bonnes journées, j'ai le droit à un bain. Quand j'en sors, le dîner est prêt. Dîner que l'on mange ensemble. Elle part ensuite faire la vaisselle. Enfin, j'ai du temps pour moi, mais de par mon confinement, je n'ai pas grand chose à faire. Du coup, j'ai ouvert un Twitter sur lequel je poste des photos du quotidien et quelques dessins. Ainsi, jamais je n'oublierai cette expérience. Jour 15. Aujourd'hui n'est pas une bonne journée. Je n'arrive pas du tout à trouver de l'inspiration. Initialement, je comptais lui demander de me servir de modèle, mais je ne sais rien d'elle. À force, la parade n'avance pas réellement. À ce moment, je l'entends me dire, la porte entr'ouverte, que le repas est prêt. Alors que l'on mange en silence, je lui demande si je peux lui demander quelque chose. Quoi donc ? Qu'elle me répond. Ça fait déjà plusieurs jours que je me pose la question, mais comment s'en sort-elle à l'école ? Son regard s'est brusquement assombri et elle m'a demandé quel était l'intérêt que je sache cela. À cet instant, j'ai compris que j'avais marché sur une mine. Je me rattrape de justesse en lui disant que c'est bien parce que je ne sais rien d'elle. De fait, je me disais que cela pourrait être sympa de connaître un peu plus la personne qui, en quelque sorte, détient ma vie entre ses mains. Son regard a changé, mais elle est restée silencieuse. Elle finit son repas en vitesse et quitte ma chambre en silence. Ça n'était peut-être pas la meilleure des idées. Alors que je me demandais comment rattraper cette catastrophe, je l'entends dire « Konata », c'est son nom. Il est basé sur le kanji de « 7 manières », comme dans « 7 manières et 7 manières ». Assez surpris, je lui dis toutefois que c'est un joli nom. Alors, que l'on garde ça entre nous, mais j'ai eu beau chercher, j'ai absolument rien compris à son explication. Jour 16. J'ai remarqué que depuis quelque temps, quand Konata m'amène aux toilettes ou à la salle de bain, elle me suit généralement le couteau à la main. Mais elle oublie ce dernier de plus en plus. Ce qui m'a amené à cette idée pourrie de la faire flipper au moment où elle l'oubliera. J'ai donc tiré sur la corde. Ne s'y attendant pas, cela l'a fait paniquer jusqu'à en lâcher cette dernière. Complètement perdue, elle a attrapé la première chose qu'elle pouvait, en l'occurrence un stylo, et m'a poignardé avec. J'ai eu beau en tomber à la renverse, ça ne faisait qu'un peu mal. Mais ça ne l'a pas empêché pour autant de me demander si j'allais bien, affolé. Fort heureusement, ça n'était qu'un stylo. Sa réaction, par contre... Les larmes à l'œil, elle se propose de se poignarder elle-même en contrepartie. Bien entendu, je l'en ai empêché. Quoi qu'il en soit, c'était bel et bien une idée pourrie. Jour 17. A posteriori, j'aurais pu deviner que ça allait vraiment être à chier comme idée. Parce que, désormais, je sens son regard peser sur moi, environ tout le temps. Qui plus est, elle est redevenue beaucoup plus stricte. Autant dire que l'heure du bain n'est plus, mais alors plus du tout, le moment de plaisanter. Ouais, maintenant que j'y repense, si elle avait eu un couteau sous la main, j'étais bel et bien cuit. Et puis, mes pensées sont perturbées par des bruits. Débarque sans grande gêne Konata en maillot de bain. Je m'exclame de surprise en lui demandant ce qu'elle est en train de faire. D'un calme olympien, elle me rétorque qu'elle est simplement là pour me surveiller. Alors oui, mais le problème n'est pas tant là. Quoique... mais c'est plus son accoutrement. Elle me dit qu'elle voulait simplement éviter que son uniforme soit mouillé. Alors certes, mais ce n'était pas une raison pour me rejoindre dans le bain. Son argumentaire est implacable. Si elle me laisse seule, ne vais-je pas préparer ma fuite ? Prévisible. Je lui promets donc de ne plus faire la moindre tentative de fuite. Mais j'en profite aussi pour lui dire que ça me gêne qu'elle se baigne à mes côtés. Elle part en disant que c'est bon à savoir. Je pense qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait de moi. Jour 18. Alors oui, en effet. Mais maintenant que j'y pense, je ne sais pas si ce type de contenu est correct pour une publication. C'est vrai que dessiner mon quotidien avec Konata apparaissait alors comme une bonne idée, voire l'évidence même, mais est-ce qu'une lycéenne séquestrant un mangaka passerait auprès d'une maison d'édition ? De ce que j'ai pu voir de mon quotidien, elle n'est pas une mauvaise personne, bien au contraire. Il faut juste que j'arrive à trouver le moyen de portrayer la situation sous un bon angle. Alors que j'étais plongé dans mon travail, elle entra dans ma chambre pour m'annoncer qu'il était l'heure de manger. Cependant, je n'ai rien entendu et je ne m'en suis rendu compte que bien plus tard, quand mon estomac criait famine. Là, j'ai vu qu'elle m'avait laissé un plateau repas. Bonne chance, était écrit en ketchup sur une omelette. Si celle-ci s'est avérée délicieuse,
Ma conscience était rassurée. C'est cette facette d'elle que je veux retranscrire à mes futurs lecteurs. Jour 19. Alors que je tourne et me retourne dans mon lit, je me réveille soudainement. J'ai trop dormi. Je remarque un plateau repas laissé devant la porte. Konata y a laissé un message disant qu'elle sortait. C'est bien la première fois qu'elle fait ça. Et puis, j'ai eu cette pensée. Et si je m'échappais maintenant ? J'ai pesé le pour et le contre pendant quelques instants. J'ai certes un bon départ pour le manuscrit de mon manga, mais non. Peut-être si l'opportunité se représente. Mais pour l'instant, je dois continuer d'avancer sur sur notre projet. Et puis, alors que je venais de me décider, je l'ai entendue depuis l'entrée dire qu'elle était revenue. Ça m'a fait sursauter et je me suis retrouvé bêtement le cul au sol. Puis, elle est venue. Sa tenue était différente, mais magnifique. Elle me demande s'il y a un problème. Je lui dis que non, mais j'en profite pour lui demander où est-ce qu'elle a trouvé de tels vêtements. Elle me dit d'une manière gracieuse et mignonne que c'est un secret. Visiblement pas très bien gardé puisqu'elle a oublié d'enlever l'étiquette. Bon, quoi qu'il en soit, elle m'a ainsi forcé à la dessiner dans sa tenue. Je n'ai pas mis beaucoup de résistance. Jour 20. Aujourd'hui encore, Konata me sert de modèle. Il n'y a pas à dire, ça l'en joue toujours autant. Cependant, elle n'arrête pas de remuer dans tous les sens. Quand je lui demande ce qui ne va pas, elle me répond qu'elle est restée trop longtemps assise hier et que son fessier est endolori. Ce sur quoi elle se roule et s'allonge dans une position tendancieuse. Elle me dit que je vais devoir la dessiner comme ça. De mon angle de vue, on voit tout. Et quand je dis tout, je veux dire tout. Par contre, je ne peux pas la dessiner d'une telle manière. De plus, c'est mieux de laisser faire l'imagination du lecteur. Du coup, je n'ai qu'à faire passer la jambe devant. Visiblement, elle ne peut s'empêcher de me taquiner. C'est mignon. Sur ce, elle me dit qu'elle va faire une petite sieste et que je n'ai qu'à la réveiller quand c'est bon. Mais que si je fais le moindre truc douteux, elle me poignardera. Je retire ce que j'ai dit. C'est pas trop kawaii koto, mais bon, je suppose qu'elle essaye juste de cacher son embarras. Oh, et puis ça devenait lassant de dessiner les mêmes poses, hein. Je vais pas me plaindre. Jour 21. Alors que je passais ma journée à dessiner, j'avais quelque chose qui me titillait. Ne s'ennuyait-elle pas à me regarder travailler en silence ? Konata me répond que non, et me demande par la même occasion quel est mon plat préféré. J'ai répondu sans trop réfléchir un Big Mac. Elle me dit simplement « d'accord ». Son regard en disait long, mais je n'ai pas compris directement pourquoi elle me posait une telle question. Je n'ai pas eu de réponse, mais à la place un doux claquement de porte. Konata revint plus tard avec un menu McDo et mais alors, beaucoup de gélules. Je lui pose une question qui, franchement, n'avait pas vraiment besoin de réponse. Était-elle allée me chercher ça spécialement pour moi ? Pas de réponse. Serait-elle de mauvaise humeur ? C'est à ce moment que j'ai compris. Si elle m'a demandé quel est mon plat préféré, c'était pour me le préparer. Je rattrape le coup en disant que, en y repensant, et en parlant de fait maison, j'apprécie particulièrement le curry. Les yeux de Konata s'illuminèrent et elle sortit guillerette de la chambre. Je sens que je suis parti pour en manger du curry. Jour 22. Jour après jour, la chaîne se rallonge. Désormais, je peux aller aux toilettes seul, mais question de sécurité, je préfère toquer et prévenir avant d'y aller. Mais là, je n'en pouvais plus de me retenir. Une fois mes affaires faites, je l'ai vu. Il m'a bien fallu une seconde pour me retourner et pour m'excuser. Mais sa réaction n'était pas celle escomptée. Elle me dit qu'en y repensant, il y a bien une chose que l'on n'a pas fait. Un nu. Et elle est ok pour ça. Alors oui, mais moi, non. Enfin si, mais non. Je lui ai bien dit de garder ses vêtements. J'aurais peut-être dû lui dire d'en rajouter aussi. Jour 23, je suis tombé malade. La fièvre me cloue au lit par la fatigue. Jamais je crois que Konata n'a été aussi paniquée. Fort heureusement, elle sait s'occuper des malades. Elle me demande si j'ai de l'appétit. Ah, peut-être un peu. Je remarque qu'elle n'utilise pas le plateau habituel. Au contraire, elle me sert directement. Moment mignon de la journée, l'avoir soufflé sur la nourriture sans avoir enlevé son masque. Bref, je lui dis que je vais me débrouiller pour manger. Mais non, elle ne me laisse pas le choix considérant mon état de fatigue. Cette situation est particulièrement gênante, mais pas pour autant désagréable. Je sentais mon visage rougir. Sans doute la fièvre. Jour 24. Me sentant mieux, j'ai pu reprendre le travail, mais ça commence à faire un moment que je dessine cet uniforme. De ce fait, je me permets de demander, même si je suis un peu en retard sur le topic, si elle allait bel et bien au lycée. Un silence. Puis, je suis gratifié d'un sourire ironique, me demandant ce que j'impliquais par cette question. Je reformule péniblement en lui disant que, du coup, je n'ai pas de gamme de tenues desquelles je peux faire varier mes dessins. Elle me coupe en me demandant très formellement d'être plus clair dans ma requête. Bon, à ce moment, je me suis dit qu'il était temps d'arrêter de passer par Mont et par Vaux, et je lui dis que j'aimerais bien la voir dans d'autres tenues. Son regard est surpris, mais pas négativement. Elle part en silence, fait un peu de bruit, et revient immédiatement avec une nouvelle tenue sur elle ainsi que 2 autres en main. Et me dit qu'elle va toutes les essayer et qu'elle attend mon avis. Depuis ce jour, elle connaît mieux mes préférences. Jour 25. Comme tous les matins, je fais mon sport quotidien. Mais pas comme tous les matins, la cuisine est particulièrement bruyante. Je me permets ainsi de regarder à travers la porte. Il y a un certain nombre d'ingrédients assez classieux.
Je le fais remarquer à Konata, mais elle me répond placidement que c'est normal. Je lui demande si elle a besoin d'aide. Elle me dit que non, qu'elle s'essaye juste à quelque chose de neuf pour elle. Considérant que le script a bien avancé de mon côté, j'y vais quand même. À deux, on a plié un superbe plateau repas. Je ne peux m'empêcher de lui demander en quelle occasion a-t-elle fait ceci. Goûtant la nourriture, elle me demande, la bouche pleine, de deviner, tout en me précisant qu'il s'agit d'un cadeau de sa part. Et puis, ça m'est revenu. Aujourd'hui n'est pas n'importe quel jour, c'est mon anniversaire. Jour 26. Ce matin, je suis réveillé par quelque chose que j'ai bien eu le temps d'oublier. Les rayons du soleil. Konata a donc ouvert un peu les volets. Une fois attablée, je le lui fais remarquer, tout en demandant si elle est bien sûre de vouloir les ouvrir un peu. Sans grande émotion, elle me confirme que oui, car elle a entendu que c'est mauvais de ne pas être au contact de la lumière du soleil. Et puis, que jamais je ne pourrais m'échapper par un trou aussi petit. Enfin, elle me met en face de ma promesse. Elle me questionne à son tour. Pourquoi n'ai-je pas pris la fuite depuis le temps ? Ma réponse est à l'image de ma pensée. Tout simplement parce que j'ai la sensation que je pourrais dessiner le meilleur des mangas en restant ici. À ce moment, son regard s'est attendri. Elle me croit et me le prouve. Comment ? Eh bien, je suis désormais libéré de mes chaînes. Bon, à l'exception de quand elle va dormir, mais passons. De toute façon, je suis sincère. Je ne compte pas fuir, je finirai ce manga. Et puis... Jour 27. J'ai la dalle. Première fois en presque un mois que Konata est en retard. Aucun bruit depuis la cuisine. Je me décide alors de sortir et de lui proposer mon aide. Mais pas de réponse. Mes yeux se posent alors sur une Konata endormie paisiblement. En y repensant, je ne l'ai jamais vue réellement dormir. Et puis, je me suis dit que, pour une fois, je pourrais sûrement lui être utile en faisant à manger. D'un coup, elle se réveille. Je lui demande si je l'ai réveillée en faisant du bruit. Et je lui dis également que je lui ai fait à manger. Naturellement, ça n'a pas été un problème en soi, ce que je lui dis. Mais elle reste attristée de n'avoir pu m'assister aujourd'hui et, en échange, me dit que je peux lui faire une requête de mon choix. Face à son empressement, je lui dis que j'y penserai pour demain. Jour 28. J'ai beau y repenser et je n'ai pas grand chose qui me vient pour faire ma requête. Éventuellement, si, et c'est évident. En mangeant, elle me demande si j'ai trouvé ce que je voulais lui demander. Je lui dis que oui, que j'ai bien quelque chose qui me pèse sur mon esprit depuis quelques jours déjà. Quoi donc, me dit-elle ? Eh bien, je voulais connaître la raison de mon confinement. Son visage est marqué par la surprise, puis je décèle dans son silence une certaine tristesse. Elle rompt ce dernier en disant qu'elle a fini de manger. Elle ne va donc rien me dire. Alors qu'elle s'en va, je m'empresse de m'excuser et de lui demander d'oublier ce que je viens de dire. Elle me dit que ça n'est rien et qu'elle pourrait me le dire, mais qu'elle pensait que depuis le temps j'aurais compris. Dire que son regard m'a marqué n'est pas suffisant. Il était rempli de tristesse. Jour 29. Le silence. Konata n'est plus là. Déjà des heures que je me morfonds dans ma chambre. Pourquoi avais-je besoin de poser cette question ? Ce n'était même pas important. Mon regard se porte alors sur notre projet de manga. Va-t-il s'arrêter là ? Non, je refuse. Si ce manga n'est pas terminé, ça sera comme si rien n'était arrivé ce dernier mois. Il n'y a pas de place au doute, ni même à la tristesse ou à la colère, mais seulement au travail. Je terminerai ce projet, au moins pour qu'elle reste présente dans mon esprit. Je me suis promis de rester dans cette chambre tant que le brouillon ne sera pas terminé, et il le sera. N'empêche, c'est quand même ironique de rester séquestré sans séquestreur. Jour 30. Travail, 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 travail. Je vais le finir. Jour 31. Un mois de confinement. Je me réveille péniblement sur ma tablette. Il semble que je me suis effondré de fatigue. Mais, au moins, le brouillon est terminé. Si j'ai pu finir, il n'y a pas de doute, c'est grâce à elle. Je veux qu'elle soit la première à me lire. C'est mon seul désir. Mais une fois sorti de la chambre, je réalise enfin réellement ce qui s'est passé. Elle n'est plus là. La chaîne qui me retenait, le verrou sur la porte, disparu. Tout a disparu. Il ne reste rien de ce mois. Rien hormis ce script. Je m'effondre sur le sol, empli de tristesse. Alors c'est ça. J'ai été confiné par une étrange mais mignonne lycéenne. Elle m'a servi de modèle pour mon manga. C'est irréel. Ai-je rêvé ? Ai-je halluciné ? Non, c'était trop réel. S'il y a bien une chose que la pensée d'un rêve ne m'enlèvera pas, c'est sa présence. Après un nouveau moment où j'oscillais entre tristesse et solitude, je pris la décision de faire face à ma réalité. Maintenant que le brouillon est fini, je n'ai qu'à l'envoyer au département d'édition. Soudain, je suis extirpé de ma morosité par une sonnerie. Mon téléphone. C'est mon éditeur. Je décroche et immédiatement ce dernier me dit que mon brouillon est excellent, un des meilleurs. C'est neuf et rafraîchissant. À ce moment, je suis perdu. Lui aurais-je envoyé avant de m'effondrer ? Mais quand ? Après avoir demandé, on me confirme qu'il l'a reçu ce matin et qu'il attend la suite. À ce moment, je suis complètement perdu. Le manuscrit n'a été fini que la nuit dernière. Le seul contact que j'ai dans le département éditorial est sur ce téléphone. Je ne leur ai jamais envoyé. Jamais je n'ai contacté quiconque. Doucement, la porte d'entrée s'entrouvre. Le bruit m'effraie. La panique me coupe le souffle et je n'arrive pas à demander qui est là. Une voix. Une voix qui me félicite d'avoir reçu les félicitations de mon éditeur pour mon manga. C'est elle, Konata.
Elle me fait remarquer que ça n'est pas particulièrement intelligent de verrouiller son téléphone avec son code bancaire. Enfin, mes questions avaient leur réponse. La personne qui a envoyé mon brouillon, c'est Konata. Mais pourquoi a-t-elle disparu? Et pourquoi m'a-t-elle confiné? Je n'en sais toujours rien. Mais ces mots m'ont sorti de ma mélancolie. Travaillons ensemble jusqu'à ce que le manga soit sérialisé, lui dis-je. Avec plaisir, me répondit-elle. Un nouveau lendemain vint et c'est au bruit des oiseaux que je me réveillais enfin. Bon sang, c'est une bonne nuit de sommeil. Ça faisait un moment que je m'étais pas senti aussi bien le matin. Et ça veut dire que les dessins d'aujourd'hui vont être au top. À peine sorti de ma chambre que je la vis. Konata, couteau à la main, était éclaboussée par le sang et son regard glacial me fit froid dans le dos si bien que j'en tomba à la renverse. Mais celle-ci se contente de me saluer, le tout en me demandant pourquoi je suis aussi surpris. N'ayant pas envie de la mettre de mauvaise humeur, je dis que ça n'est rien. Après avoir dormi autant, j'avais presque oublié qu'une jeune lycéenne vivait chez moi. Bon, ça m'empêche pas de lui demander ce qu'elle est en train de faire, ce à quoi elle me répond d'un air ennuyé qu'elle n'arrive pas à couper ses tomates correctement. Au moins, ça explique le sang. Mais il ne lui fallut guère longtemps pour préparer des super sandwichs en guise de petit déjeuner. Nous avons ainsi dégusté ce petit déjeuner en silence. Celui-ci se faisant lourd, j'essaie de trouver un sujet de discussion et vu le beau temps, je lui dis que la météo se prête à une promenade. Enfin, si ça ne l'embête pas. Mais tout ce qu'elle trouve à me répondre, c'est qu'elle n'a pas encore préparé le collier et la laisse. Pardon? Est-ce que je me fais des idées ou elle me prendrait pas un peu pour un Kennedy? Vu sa réaction, ça n'était qu'une blague, mais c'est à se demander pourquoi quand c'est elle qui le dit, ça a l'air aussi sérieux. Mais Konata reprend son calme et me dit que si j'ai envie de me promener, je n'ai qu'à y aller. Du moment que je reviens, elle n'y voit pas de problème. Ouais, enfin elle est gentille, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est mon appart, pas le sien. Et puis si elle est inquiète, elle peut toujours m'accompagner. À peine eus-je prononcé ces mots que son expression se figea de surprise. Aussitôt dit de mon côté qu'elle se pressa de finir son repas. Vu sa réaction, j'ai encore dû faire une boulette. Vu les bruits qui émanent de derrière ma porte, ça sent vraiment pas bon. Mais en quelques minutes à peine, la porte se rouvra et une Konata tout habillée, prête à sortir, me faisait face. Y a pas à dire, j'étais plus que surpris de la voir s'être changée aussi vite. Mais elle me rétorque de me dépêcher de finir de manger pour que je me prépare. À peine une bouchée prise qu'elle change d'avis et me dit que l'on ferait mieux de prendre le sandwich avec nous. D'après elle, ce sera plus agréable de manger dans un parc. Ce qui me fait penser que ça ressemble un peu à un rendez-vous, non? Face à mes mots, elle laissa échapper un petit cri. Bien mignon, je dois l'admettre, avant de rougir et de rester silencieuse. Tout ça pour au final me dire qu'elle ferait mieux de préparer le collier et la laisse. Attends, elle plaisante. C'est comme cela qu'a débuté mon premier jour de vie commune avec une lycéenne, l'ouverture d'un nouveau chapitre de ma vie. Et il y a plusieurs choses que j'ai remarquées après ma première promenade avec Konata. Alors que l'on marchait tranquillement, elle fut soudainement prise comme d'une panique et s'agrippa à moi. Ne laissant rien transparaître, elle me dit que l'on irait plus vite en prenant ce chemin. Première observation, elle essaye à tout prix d'éviter les foules. Numéro 2, son attention a tendance à se porter sur chacune des petites choses qu'elle croise. Que ça soit miauler avec un chat ou autre, je suis toujours obligé de l'attendre jusqu'à ce qu'elle ait fini. Le numéro 3, je m'en suis rendu compte par la force des choses. Alors qu'un policier patrouille à vélo, Konata se figea sur place avant de me forcer à se cacher avec elle dans les fourrés. Le problème, c'est que dans l'empressement, on s'est cassé la figure et elle s'est retrouvée sur moi. Son premier réflexe était de me demander si j'allais bien, si je ne m'étais pas fait mal. Avec une telle vue sur sa poitrine, j'étais obligé de tourner la tête. Mais je l'ai quand même rassurée en lui disant que ça va. Si elle est soulagée, je ne pouvais m'empêcher de lui demander pourquoi on a sauté là-dedans. Tout ce qu'elle trouve à me dire, c'est qu'il vaut mieux être trop précautionneux que pas assez. Donc pour revenir au point numéro 3, elle a un vrai talent pour ce qui est de la gestion de crise. Le seul petit problème, c'est qu'elle ne sait pas vraiment identifier les crises. Une fois l'orage passé, on se baladait à travers la ville jusqu'à ce que nos estomacs se mirent à crier famine. Konata en était toute gênée, mais pour éviter de s'appesantir là-dessus, je lui propose de l'inviter à aller manger. Elle me répond immédiatement qu'elle va aller faire quelques courses, mais je l'interromps. Puisqu'on est déjà dehors, pourquoi n'irait-on pas manger dans un restaurant par exemple? Ça lui va, mais je sens qu'il y a comme une réticence. Une fois demandé s'il y a quelque chose qui l'embête avec cette idée, elle me répond tout simplement que c'est parce qu'elle n'a jamais mangé dehors auparavant. Y a pas à dire, ça je pouvais pas y croire. Forcément, face à une telle découverte, je n'ai guère pris de pincettes et je lui dis qu'elle a raté quelque chose. Mais surtout, elle peut me faire confiance. Je suis persuadé que ça va lui plaire et surtout, c'est moi qui invite. Elle semble toujours quelque peu intimidée par l'idée, mais elle n'a pas émis d'objection. Bon, quand je parlais de restaurant, mes connaissances en gastronomie, faut dire qu'elle se limite au McDo. Konata, face à son menu, me demande comment elle est supposée manger cela. Je mentirais si je dirais que j'ai pas eu un temps de latence face à une telle question, et ma réponse était probablement pas d'une grande aide. Qu'est-ce que je lui ai dit? Qu'elle peut manger son burger comme ça lui plaît. Visiblement, c'était suffisamment efficace et elle put prendre sa première bouchée avant d'être émerveillée par le goût du burger. J'ai peut-être pas de grandes connaissances, mais je sais ce dont les papilles raffolent. J'en ai d'ailleurs profité pour lui proposer de faire ça tous les de temps en temps. Le sourire en coin, voilà qu'elle me propose de manger ici tous les jours. Alors, comment dire, c'est pas que j'aime pas l'Amérique, c'est plus que j'aime pas ce qu'ils mettent dans la nourriture. Forcément, elle n'est pas peu fière de ses cuisines maison. Je dois dire qu'elle a bien raison. Le temps passait à une vitesse folle et le soir se révéla à nous bientôt. Sur ce, je lui propose de rentrer. Konata acquiesce, mais elle me demande d'attendre
attendre un instant. Ayant remarqué qu'elle prit la direction des toilettes, je lui dis que je l'attends ici. J'en ai d'ailleurs profité pour pousser un léger soupir. Pas d'ennui, mais de fatigue. Imaginez-vous depuis combien de temps j'ai pas marché autant. Une journée, j'en peux déjà plus. C'est au même moment qu'un type m'accosta. Il avait sûrement remarqué que j'étais seul et cherchait quelqu'un pour se faire une arcade avec d'autres potes. Le plus on est, le plus c'est fun. Mais ayant perdu l'habitude de parler à haute voix, celle-ci craqua et je ne pus sortir le moindre mot. Encore une fois, ce sont là les séquelles de mon confinement. Mais alors que j'essayais de reprendre mes haricots, une douce voix passablement agacée nous interrompit. Sortant un couteau de sa poche, Konata était plus menaçante que jamais et ordonna à ce pauvre type de foutre le camp, de ne pas me parler comme ça lui chante. Ce type était complètement largué, et à vrai dire, à sa place, je le serais aussi. Il va sans dire qu'il partit sans faire d'histoire, en précisant que ma petite amie a un sacré caractère. Même si sa réaction est bien évidemment exagérée, j'apprécie le geste d'attention que Konata apportait à mon égard. Pour cela, je la remercie. Cela dit, elle ne me répondit pas et se retourna immédiatement avant de partir comme une furie vers notre appartement. En y repensant, elle a sûrement dû être dégoûtée que ce type la prenne pour ma petite amie. Sans trop que je comprenne pourquoi, elle ne m'adressa ni la parole, ni me regarda une seconde sur une bonne partie du trajet du retour. J'avais comme l'impression qu'elle était gênée, mais niveau pas trop y penser, j'ai pas envie de me faire de fausses idées. Alors que nous étions presque rentrés, je ne pouvais laisser ce froid rester entre nous. J'essaie donc de faire la conversation comme je peux. Je suis clairement pas le plus talentueux, mais du moment que j'arrive à dissiper le malaise, ça me va. Par contre, s'il y a bien quelque chose que je retiens de cette sortie avec elle, c'est tous ces petits côtés que j'ai pu découvrir de sa personne. À ce moment, je me rappelle qu'il y a un magasin de location de DVD à quelques pâtés de maison, et je lui propose ainsi d'en louer pour la soirée. Elle n'y voit fondamentalement pas de problème, mais elle me demande tout de même pourquoi s'embêter à louer un film quand il y a autant de services de streaming disponibles. Alors là, oui, la différence de génération entre nous deux, je la sentais bien. C'est le moment d'être convaincant. C'est vrai que le streaming c'est sympa, et tout, mais rien ne vaut l'excitation d'aller dans un magasin sans savoir ce que l'on pourra y trouver. Elle était mais alors très moyennement convaincue. On y alla tout de même, et reposa désormais sur moi la lourde tâche de déceler ce que pouvaient être les goûts de Konata. Au fond, c'est une lycéenne, donc peut-être qu'une belle romance lui plairait. C'était ma réflexion initiale, mais je me suis dit que j'étais peut-être biaisé, et j'ai exploré d'autres options. Au vu de ses réactions d'aujourd'hui, je la vois mal supporter un film d'horreur. Au même moment, celle-ci me surprit en me demandant si j'ai fait mon choix. Je l'avais pas entendu venir. Une fois retourné, je lui suggère un film d'horreur, mais son regard se pétrifia. Elle me dit que ça va pas être possible. Elle a beaucoup trop peur de ce genre de truc. Au moins, j'avais vu juste. Je commence à la cerner, et en tant que bonhomme politique, je dois savoir faire des concessions là où il faut. Je me tourne ainsi vers son choix à elle et lui demande ce qu'elle a pris. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais quand elle me propose un animé, j'aurais dû me rappeler qu'elle apprécie particulièrement les mangas et que, par extension, mes choix étaient plus que questionnables. Je lui dis ainsi que je vais reposer les 2 DVD, mais en tout cas c'est noté, pas d'horreur pour elle. Et pour celui de romance... oui, elle préfère un animé, mais c'est alors qu'elle interrompit mon monologue. Révélant une mignonne expression, elle me dit que ça ne l'embête pas de regarder une romance avec moi. J'en suis resté figé sur place. Ça, elle l'avait bien remarqué, elle me dit au passage que j'étais surpris, non? Pas du tout. Et alors, pas le moins du monde. Au final, on a vu les deux, le soir même. Au cœur de la nuit, elle marchait seule. Mais des bruits de pas se faisaient pressants derrière elle. Konata se pétrifia de terreur. Derrière elle, une silhouette informe semblait la suivre. Alors qu'elle se retourna, une créature humanoïde sans visage l'avait rattrapée et semblait la regarder au plus profond de son âme. Konata se réveilla en sursaut. Les palpitations toujours présentes, elle tremblotait autant qu'elle transpirait des fruits de la terreur que lui inspirait son cauchemar. Elle se leva et marcha à travers le couloir jusqu'à ce qu'elle toqua à ma porte. Qu'est-ce qu'il y a? Une fois rentrée, elle me demande terrorisée si elle peut dormir avec moi. Pardon? Tout ce que je trouve à lui dire, c'est que c'est pas une très bonne idée. Mais elle insiste et me demande d'accepter juste pour cette nuit. Ce doux visage angoissé me fit la voir comme une jeune enfant cherchant du réconfort et de facto j'ai accepté. Le matin venu, je me réveillai en premier. Mes yeux à peine ouverts avaient une vue plongeante des plus agréables. Je retire tout ce que j'ai dit, ce n'est absolument pas une jeune enfant. Dans la journée, j'ai reçu un appel de mon éditeur. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais je pouvais pas l'ignorer non plus. La conversation ne dura pas longtemps et Konata, semblant intriguée par cette dernière, resta à ma porte alors que je réfléchissais à comment m'organiser. Éventuellement, celle-ci me demande qui c'était, ce à quoi je lui réponds que c'était mon éditeur. Je continue et lui dis que celui-ci souhaiterait une petite révision sur le brouillon. Le visage de Konata s'assombrit et sortant son couteau, elle me dit qu'elle ira tenir une conversation en tête-à-tête avec mon éditeur. Sachant très bien jusqu'où elle est capable d'aller, je me mets en panique et lui dis que ça n'est pas nécessaire. Et voilà qu'elle se retourne avec sourire et me dit que c'était juste une blague. Je suis peut-être tombé dans le piège, mais faut être prudent avec elle. Elle enchaîne et me demande quelle sorte de révision a été demandée. Pour faire simple, la fin lui paraît un peu faible et il m'a demandé de faire quelque chose de plus intense. À vrai dire, cette décision m'embête un peu parce que je voulais avoir quelque chose qui motive les gens à lire plus loin, mais bon, je suppose que je n'ai pas le choix. Konata semblait avoir une idée derrière la tête. Plaquant sa main contre le mur, elle me propose de faire une fin comme celle-ci. Je sentais les palpitations se faire de plus en plus intenses dans ma poitrine. Mais Konata se retourna presque immédiatement, me disant que c'était juste une autre blague. Peut-être que ça me sera utile comme référence. Alors, oui, bien sûr. Par contre, il y a
Pas à dire, son embarras est bien plus intéressant à retranscrire que le mien. À vrai dire, et même si ça n'était pas le but initial de sa petite mise en scène, sa réaction m'avait donné de l'inspiration à n'en plus finir et je crois qu'elle n'était guère trop satisfaite de la tournure des choses. Une semaine avait déjà passé depuis que nous avons commencé à vivre ensemble. Comme d'habitude, je lui fais remarquer que la nourriture est excellente, mais elle ne semble pas particulièrement enjouée. Le repas continua dans le silence et éventuellement elle se leva et me dit qu'elle a fini. J'ai pas mis bien longtemps pour capter qu'elle n'était pas de bonne humeur et je lui ai demandé si j'avais fait quelque chose de mal. Elle poussa un soupir et me dit que je n'ai même pas remarqué. Pas remarqué quoi? Ça ressemble à ces scènes clichés de « T'as même pas remarqué que j'ai changé de coiffure? Je te quitte !» Mais en l'occurrence, y a pas l'air d'avoir de changement capillaire. Ça pourrait difficilement être des piercings parce qu'elle l'aimait pas tout le temps. La longueur de la jupe? Non, c'est trop vicieux. Mais soudainement, j'ai une idée. Le soir venu, à l'heure du dîner, elle faisait toujours la tête et bien que ce soit assez mignon, je lui demande si elle n'aurait pas changé la couleur de ses ongles. Je m'excuse au passage de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. Embarrassée, elle me dit qu'elle ne parlait pas de ça. Mais pourtant, elle a bien dit que je n'avais pas remarqué quelque chose ce matin. En réalité, il se trouve qu'elle parlait de la marque de miso qu'elle a utilisée pour la soupe, qui est de bien meilleure qualité. Elle voulait me faire plaisir et c'était sa manière de récompenser la sérialisation du manga. Celle-là, je l'avais pas vu venir. Mais ça la fit sourire tout de même et elle me remercie d'avoir prêté attention à elle. Est-ce que j'aurais pas dit quelque chose de super gênant là? Le matin venu, Konata se prépara et une fois parfaitement habillée, elle pouvait partir. Pour la première fois depuis longtemps, elle allait à l'école. Ses camarades étaient bien conscients que ce n'est pas tous les jours qu'ils peuvent la voir. L'une des jeunes filles dit à ses amis qu'elle va aller lui parler. Une fois devant Konata, la jeune fille lui demande si elle veut bien manger ensemble. Mais celle-ci refuse sans une once d'hésitation, le tout en détournant le regard. La jeune fille ne se montre pas vexée, se dit qu'elle va la laisser seule. Mais son regard se porte sur le bureau de sa camarade. Plus précisément sur son téléphone et un certain manga. La jeune fille lui dit qu'elle connaît cette œuvre, ce à quoi Konata lui demande si elle est sérieuse. Non, ce n'est pas une blague, et à vrai dire, elle trouve même que l'héroïne lui ressemble beaucoup. Konata en resta muette et la jeune fille s'excuse si elle a offensé. Mais ça n'est pas le cas, et si elle veut vraiment, elle suppose qu'elles peuvent manger ensemble. Le beau sourire de la jeune fille se raviva sur son visage, et c'est ainsi que Konata se fit sa première amie au lycée. J'avais profité de son absence pour préparer le repas. Konata, une fois rentrée, était surprise de me voir derrière les fourneaux. Elle me demande ce que je peux bien être en train de faire. Avant tout, je commence par l'accueillir comme il se doit, avant de lui dire que c'est toujours elle qui cuisine, alors je me suis dit que je pourrais lui faire quelque chose pour changer. Visiblement, elle ne s'attendait pas à une telle attention de ma part et se contente de me remercier béatement. J'en profite pour lui demander comment ça s'est passé à l'école pour elle. Moyen qu'elle me répond. Par contre, ce que j'ai dit à l'instant, ça faisait très parental, mais je voulais juste savoir si ça se passait bien. Ocho! Surprise par mon petit cri, elle me demande si je vais bien. Je lui dis que c'est bon, j'ai juste un peu perdu l'habitude de manier un couteau, mais ça va aller, c'est juste une petite coupure et ça prendra pas longtemps à guérir. Konata, visiblement bien plus inquiète que moi, me demande de la laisser s'occuper de ma blessure. J'insiste en lui disant que c'est vraiment pas grave, elle n'a pas à s'inquiéter. Mais elle invoque le fait qu'il pourrait y avoir des bactéries infectieuses, et puis elle est habituée à s'occuper de ce genre de coupure. À ma grande surprise, elle venait de mettre mon doigt dans sa bouche, ce qui, par ailleurs, pour quiconque lisait quelques lignes, est une idée pourrie, parce qu'à part mettre plus de bactéries, ça ne fait pas grand chose d'autre. En revanche, et bien que je sois plus gêné qu'autre chose, j'apprécie une telle attention. Par contre, je m'attendais à tout sauf à ce qu'elle fasse ça. Une fois fini, elle se lèche les lèvres et me demande si j'ai des pansements quelque part. Toujours pétrie par la surprise, je lui dis que non, enfin, je crois pas en avoir. Elle me répond que puisque c'est comme ça, elle va aller en acheter. Quant à moi, je n'ai qu'à aller me reposer un instant. J'avais le cœur qui battait à une vitesse, je vous dis pas. Mais à peine parti que mon téléphone s'est mis à sonner. C'est mon éditeur et une fois décroché, nous nous échangeons quelques politesses avant que je lui fasse remarquer que notre réunion était censée être à plus tard. Ce dernier me répond que c'est le cas, mais comme il a du travail près de chez moi, il s'est dit qu'il passera en avance. À vrai dire, il vaudrait mieux ne pas laisser couler trop d'eau sous les ponts et décider au plus vite de la direction du manga à l'avenir. Je suppose qu'il a raison, ce à quoi il me répond qu'il est en chemin. Comment ça, il arrive maintenant? Il me demande s'il y a un problème. Je lui réponds que... non, ça va. Mais sans même que je me rende compte qu'Onata se tenait derrière moi, et plus terrifiante que Sangoku, elle me demande si elle a bien entendu la voix d'une femme. Elle continue et me demande qui est-elle. Toujours au téléphone, je dis à mon éditeur d'attendre un instant. J'explique comme je peux à Konata que c'est juste mon éditeur, éditrice. Bon, j'ai droit d'aimer le français, merde! Pourquoi il, en parlant de l'éditrice? Mais j'en sais rien, comme je parle de sa profession, disons que c'est une marque de respect. Je la prends pour une imbécile, là, non? Bon, écoute, du moment que tu peux te faire discrète, ça ira. Le truc, c'est que si mon éditeur découvre que je vis avec une lycéenne, le manga pourrait être annulé. Mais Konata me répond que puisqu'elle est le modèle pour l'œuvre, ça ne devrait pas poser de problème. Mais quand bien même, si l'info fuite, il y a de fortes chances que le manga soit annulé à cause du scandale que ça provoquerait. De retour au téléphone, j'entends mon éditeur me demander s'il y a un problème. Non, tout va bien. Je lui dis qu'on a qu'à aller se voir d'ici une demi-heure au Starbucks du coin. Mais mon éditeur me dit que ça ne sera pas nécessaire. En réalité, elle est déjà devant la porte de chez moi. Et alors que Konata s'apprêtait à sortir chercher des pansements, les deux tombèrent nez à nez l'une sur l'autre. Une fois tout le monde rentré, je sentais le marteau de la justice peser sur moi. Mon éditeur me demande ce que tout cela signifie. Enfin, surtout qui est la fille qui se tient à mes côtés. Patinant bien comme il faut dans la smoule pour trouver une réponse, je lui assène que c'est une de mes fans. Elle est restée à mon chevet à s'occuper de moi quand j'étais malade puisqu'elle ne pouvait supporter mon état de santé. Plus c'est gros, plus ça passe. Elle ne supportait pas que je vive une vie aussi peu saine. Et au moins, pour l'instant, c'est pas trop loin de la réalité. Mon éditeur me demande si c'est également pour ça que je la force à s'habiller comme une lycéenne. Mais je lui réponds que j'ai jamais forcé personne à se vêtir d'un costume de lycéenne. Poussant un soupir, elle me dit qu'elle a cru que j'utilisais
utiliser cette fille comme modèle. Non, aucune chance, n'est-ce pas Konata? Konata? Mon éditeur lui demande quel âge elle a, à quoi Konata répond que la courtoisie impose que l'on se présente avant de demander aux autres de le faire. Une fille bien intéressante. La dite fille bien intéressante ne semblait guère apprécier un tel surnom. Pendant ce temps, moi j'étais au milieu et j'avais envie de faire un saut en deltaplane du balcon sans deltaplane. Une fois leur embrouille terminée, mon éditeur me demande s'il y a d'autres personnes qui sont au courant de notre petite affaire. Mais je lui réponds que je n'oserais jamais en parler à qui que ce soit. Elle pousse un soupir et me dit qu'on n'a qu'à aller au poste de police ensemble. Comment ça, au poste de police? Votre honneur, je jure que je n'ai rien fait de mal et puis aller à l'âge adulte. Mais elle me dit qu'elle ne peut pas laisser une telle situation telle qu'elle. Éventuellement, Konata intervient et lui fait remarquer qu'en tant qu'éditeur, elle n'a rien fait d'autre que de ruiner ma santé sans mettre à ma disposition le moindre matériel pour mes histoires. Elle en reste muette, mais Konata continue et lui dit que si j'étais accusé à tort et arrêté, il n'y aurait plus grand chose pour la motiver à vivre. C'est à ces mots que je me suis décidé à intervenir. Ayant attrapé Konata par l'épaule, je la tourne vers moi et lui ordonne de ne plus jamais redire quelque chose comme ça, même pour rire. Elle ne s'attendait visiblement pas à une telle réaction de ma part et, embarrassée, elle s'excuse. Cette petite scène avait piqué la curiosité de mon éditeur jusqu'à la faire pousser un petit rire, lequel nous extire pas de notre altercation. Elle me fait remarquer que de ce qu'elle peut voir, si j'arrive à trouver de l'inspiration pour la suite de mon manga, c'est bien grâce à Konata. Elle s'excuse de nous avoir imposé d'aller au poste. C'était bien cruel de sa part, surtout sans même connaître celle avec qui je partage ma vie. Et puis, comme Konata lui a fait remarquer, il semble qu'elle s'est perdue en tant qu'éditeur. Je lui demande ce qu'elle entend par se perdre. Pour faire simple, elle s'excuse pour mes problèmes de santé, mais elle s'excuse également de m'avoir pris pour une sorte de fétichiste à inventer des histoires aussi farfelues que celle-ci. À partir d'aujourd'hui, elle fera en sorte de mieux faire son travail. Après tout, protéger le mangaka et son œuvre est bien le travail de l'éditeur. Je n'en avais pas les mots, et avant que je puisse la remercier, celle-ci me dit qu'elle viendra nous voir sans prévenir pour être sûr que nous ne fassions rien d'obscène. Je lui réponds mécaniquement qu'il n'y a pas de problème. Attends, comment ça sans prévenir? Une fois relevée, elle me tendit sa main. C'est bien, je suis censé en faire quoi? Attraper la papate? Juste par mesure de précaution, elle me demande de lui donner un double de mes clés. Si Konata se hérissait à ces mots, ben moi... j'y croyais pas. Éventuellement, elle me dit qu'il est l'heure pour elle d'y aller. Elle me rappelle de vivre la vie avec modération. Juste entre nous, je pense pas que ça veut dire grand chose, mais bon, j'ai saisi l'idée. Konata elle-même ne semblait d'ailleurs pas vraiment convaincue. En tout cas, une fois la porte fermée, j'ai pu pousser un sacré soupir. C'est pas passé loin. Konata me demande si ça n'est pas un problème que je lui ai menti sur son âge à elle. Eh bah, ça serait bien qu'elle commence par ne pas nous porter la guigne. Elle en rigole et s'approchant de moi, elle me dit que maintenant, on est comme Bonnie et Clyde, complices dans le crime. Mais à peine eut-elle le temps de prononcer ces mots que mon éditeur ouvrit la porte pour me dire qu'elle avait presque oublié qu'on était censé avoir une réunion. Konata et moi nous étions séparés plus vite que la lumière et mon éditeur nous demande ce qu'on pouvait bien être en train de faire. Rien du tout. Nous décidâmes ainsi de commencer au plus vite pour finir le plus vite possible la réunion et c'est ainsi que j'aborde le sujet de la scène de rendez-vous, laquelle doit être apparemment révisée. Elle me le confirme et me dit que le brouillon manque à la fois de réalisme et de punch pour que ce soit convaincant pour le lecteur. En somme, il n'y a pas cette connexion qui se crée entre les personnages de l'œuvre et le lecteur. Elle enchaîne et me demande si j'ai la moindre expérience en termes de rendez-vous amoureux. Bah, pas vraiment. Elle pousse un soupir et me dit qu'elle s'attendait à une telle réponse. Attends, ça veut dire quoi ça? Elle continue et me dit que puisque c'est comme ça, il va falloir faire avec, donc autant bien approfondir le sujet, comme ça je pourrais me remettre au travail. Mais Konata nous interrompt et me dit que je n'ai qu'à en faire l'expérience. Selon elle, ça sera bien plus utile pour moi de vivre une expérience que je ne connais pas plutôt que de la théoriser à deux. Elle a beau dire ça, avec qui je suis censé... y aller. Oui, j'aurais pu m'en douter. Mon éditeur souligne que c'est une bonne idée. Elle va pas s'y mettre elle aussi. Elle n'a pas beaucoup de temps devant elle et dit ainsi à Konata qu'elle va devoir tout planifier elle-même aujourd'hui. Ça ne lui pose pas de problème particulier, mais pendant ce temps, moi, j'avais pas mon mot à dire. Par contre, mon éditeur précise qu'elle sera là demain pour nous superviser, alors il va falloir que nous restions modérés. Konata lui demande si c'est vraiment obligatoire. Mon éditeur lui dit qu'à son humble avis, il va bien falloir que quelqu'un prenne des photos comme référence. Visiblement, le fait que Konata ne puisse trouver quelque chose à y redire l'ennuyait tout particulièrement. Enfin, elle se tourna vers moi et me dit que ça poserait problème s'il y avait quelque chose d'étrange qui arrivait. Attends, elle a encore des doutes sur l'âge de Konata? Une fois la réunion finie, elle nous dit qu'elle nous reverra demain. Sur ce, elle va y aller. Je la remercie pour son travail et la salue poliment. Une fois la porte fermée, je me retourne vers Konata et lui demande si cette situation lui va réellement. Pleine de lucidité, elle me répond que c'est pour le bien du manga et que de facto elle n'a pas d'objection à cela, et ce qu'importe que j'apprécie ou non ce que madame l'éditeur a imposé. Je lui demande comment je ne pourrais pas apprécier une telle occasion. En réalité, je suis bien heureux de pouvoir passer plus de temps aux côtés de Konata en tête à tête. Le visage de cette dernière rougit et après un léger silence, elle me dit qu'elle comprend. Sur ce, il se fait tard, autant aller manger et se reposer. Il ne restait qu'une nuit avant notre premier vrai rendez-vous. Une fois celle-ci venue, je me remémorais ces mots. Nous allons devoir commencer notre rendez-vous sous les coups de midi. À vrai dire, je n'arrivais toujours pas à réaliser. Et surtout, je ne me serais jamais imaginé que mon premier rendez-vous prendrait cette forme. Konata et moi-même sommes déjà sortis faire du shopping ensemble, mais jamais j'avais vu ces moments comme de vrais rendez-vous. Plus j'y repense, plus j'ai le cœur qui bat la chamade et moins j'arrive à dormir. Mais de l'autre côté du mur, j'entends remuer dans le placard. Konata avait sorti tous ses vêtements et cherchait la meilleure tenue, mais pleine
pleine d'indécision, elle peinait à trouver laquelle serait la bonne. Elle se doit d'être parfaite pour son chéri. En tout cas, il semble que c'est la même chose pour Konata. Le soleil se leva enfin et... je suis démoli. J'ai passé une nuit catastrophique et j'ai à peine pu gratter quelques heures de sommeil. Mais de toute façon, je vais être porté par l'adrénaline toute la journée. Et surtout, va pas falloir que je me laisse abattre par l'angoisse. Ouvrant la porte de ma chambre, je salue Konata, mais tout ce que je vis était un plateau enveloppé dans du cellophane. Sur celui-ci, elle avait laissé un mot, lequel était des plus concis. Elle part la première. Le pire dans tout ça, c'est que je suis plutôt matinal et je me suis pas réveillé à 10 minutes du rendez-vous. Dieu sait pourquoi elle est partie avec 3 heures d'avance. Je n'ai pris un cigare longtemps à déguster ce qu'elle m'avait préparé. Je ne comptais pas la laisser attendre longtemps. Qu'importe l'heure à laquelle le rendez-vous est soi-disant censé commencer, je dois me comporter en vrai gentleman. Une fois arrivé à Sauterre, je m'excuse de l'avoir fait attendre. Sa longue chevelure soyeuse volait doucement avec le vent. Konata, rayonnante, me dit que je n'ai pas à m'inquiéter. Elle vient à peine d'arriver. À vrai dire, je sais déjà qu'elle est partie il y a déjà un bon moment. Alors c'est gentil de sa part, mais de mon côté, ça me pousse à assurer encore plus. Elle prend l'initiative et me dit qu'on a qu'à se mettre en route. À ce propos, je lui demande quel est le plan pour aujourd'hui. Elle me dit, l'air blasé, qu'elle n'en a aucun. Je comprends. En vrai, non, je comprends rien. Le silence nous avait gagné, et avec lui, le malaise, la gêne et un certain sentiment d'incompétence de mon côté avaient décidé de pointer le bout de leur nez. Je comprends, mais là, faudrait que je comprenne vite quand même. Depuis hier, je me motive et je me dis que je dois assurer, mais là, c'est parti pour être un vrai désastre. Soudainement, mon téléphone se mit à vibrer. C'est mon éditeur, laquelle me demande si je trouve la situation utile comme référence. Je comprends très bien ce qu'elle sous-entend, et en plus de vouloir faire passer un bon moment à Konata, il y a l'importance du travail. On doit absolument récupérer assez de matériel, et en tant qu'homme, je me dois de prendre l'initiative. De bubble tea, s'il vous plaît. J'ai trouvé l'idée de se prendre un truc à boire plutôt correct pour un départ, mais vu la placitude de Konata, il est probable que ce genre de choses soit bien trop basique pour une lycéenne. Du vu et revu en somme. Encore une fois, mon téléphone s'est mis à sonner, et me surprit autant qu'il surprit Konata. Mon éditeur me dit que ça sera 0 point pour moi. Comment ça, 0? L'idée était pas si mal. Elle me dit qu'il vaudrait mieux que nous allions à un endroit qui pourrait générer un peu de conversation. Elle a beau me dire ça, j'ai pas la moindre idée de ce qui pourrait intéresser Konata. Bêtement, je lui demande s'il y a un endroit où elle aimerait aller. Elle répète doucement ma question de manière à y réfléchir. Disneyland. C'est bien Disneyland. Hold up. Matez Kodasai une seconde. L'idée est peut-être bonne, mais comment on est censé y aller? Le sourire aux lèvres, elle me dit en poussant un petit rire qu'elle me faisait juste une blague. Mais si elle devait me donner une réponse, elle me dirait qu'elle apprécierait aller à un endroit que j'apprécie moi-même. À vrai dire, je m'attendais à tout sauf à cette réponse, et derrière, il y en avait une qui dégustait ce moment. Surtout face à la gêne difficilement cachée de Konata. Au départ, j'étais supposé avoir un rendez-vous. Mon premier avec Konata. Mais il avait la particularité d'être supervisé par mon éditeur. Et alors que Konata raccrocha face aux incessants appels du susdit éditeur, je ne pouvais m'empêcher de me demander comment nous sommes arrivés à une telle situation. Mais retournons quelques heures plus tôt. Puisque le choix d'une activité et d'un lieu de rendez-vous me revenait, je pris la décision de la mener à l'aquarium. Le choix paraissait plutôt logique. On est en semaine et je me suis rappelé que Konata n'apprécie guère les foules. Et puis autant joindre l'utile à l'agréable, autant pour elle que pour moi. Par contre, je ne pouvais m'empêcher de me demander si c'était vraiment le bon choix à faire. Bon, en soi, celui-ci me paraît plutôt correct, puisque Konata passe son temps plaqué sur les vitres, laissant échapper de temps en temps un petit « c'est mignon ». En tout cas, y a pas à dire, je suis content d'avoir pu remplir mon rôle comme prévu. Certes pour le manga, mais surtout pour Konata. Regardant toujours avec insistance la petite pieuvre, elle me dit qu'elle veut la garder comme animal de compagnie. Et je suis pas sûr que ça va être trop possible. Je me dois de l'admettre, mais je ne l'ai pas souvent vue aussi guillerette. Non pas que ça me déplaise, bien au contraire. En y repensant, j'ai bien une chose à faire. J'ai dit à Konata que je vais m'absenter une seconde, qu'elle m'attend ici. Ma petite stratégie était de faire un aller-retour à la boutique de souvenirs. Tada, cadeau! Je voulais t'offrir ce petit cadeau. Je l'ai vu plutôt en vente, et puisqu'elle avait l'air d'apprécier cette petite pieuvre, je me suis dit que ça lui ferait plaisir. Serrant la petite peluche dans ses mains, elle me dit tout sourire qu'elle apprécie cette attention. Si cette réaction de sa part me fait grandement plaisir, je dois dire que je supporte très difficilement la lourde présence de mon éditeur derrière nous. Elle se comporte comme une vraie paparazzi. Sentant que cela me pèse autant qu'à elle, Konata en avait assez. Elle attrape ma veste et me dit que l'on ferait mieux de continuer. Notre rendez-vous se passe ainsi pour le mieux, que ce soit devant le spectacle de dauphins, au milieu des raies ou au restaurant. Quoique j'ai fait la boulette de dire que la nourriture est excellente, et je me la suis vexée pour tout le repas. Mais tout cela avait contribué à faire de cette journée l'une des plus agréables que j'ai pu passer en sa compagnie. J'espère que Konata ressent la même chose. La fin de l'après-midi pointait doucement le bout de son nez et nous avons pris la décision de rentrer. Une nouvelle notification nous interrompit. Mon éditeur me dit que c'en est grandement assez pour aujourd'hui, alors autant continuer demain. Je laissai échapper un malheureux soupir, lequel ne passa pas inaperçu. Au fond, Konata appréciait guère la supervision de mon éditeur. Face à son soudain silence, je lui demande s'il y a un problème. Elle me dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais soudain, alors qu'un bus arrive à notre hauteur, elle me demande si je peux attendre ici une petite seconde. Bien que je ne comprenne pas où elle va en venir, je m'exécute et soudainement celle-ci attrape mon poignet et me tire à l'intérieur du bus. Les portes se refermèrent dans un timing parfait et mon éditeur n'en revenait pas. Le bus venait de partir et l'avait laissé sur le carreau. Cette fois, elle s'est fait avoir comme une bleue. À l'intérieur du bus, j'interpelle Konata et lui demande pourquoi avoir fait cela. Sortant de son mutisme, elle me jette un regard taquin et me dit que le vrai rendez-vous commence maintenant. Une goutte de sueur perlait sur mon visage alors que l'orage signait son arrivée. Après un certain moment en bus, je demande à Konata si elle ne trouve pas que c'est un petit peu extrême de se débarrasser comme ça de mon éditeur.
Elle me répond en me demandant non pas si je le pense, mais pourquoi. Après tout, elle me rappelle que nous sommes déjà sortis ensemble par le passé, à moins que j'ai prévu de faire quelque chose qui me rendrait coupable. Je lui réponds que j'ai rien prévu de la sorte. Mais soudain, le haut-parleur du bus nous signale que le prochain arrêt sera le terminus. Une fois le bus arrêté, je me dois de remarquer qu'on est arrivé au beau milieu de nulle part. Je propose à Konata de marcher un peu jusqu'à trouver la route principale. Elle n'y voit pas de problème, mais soudain le temps se gâta et nous nous mirent à courir en quête d'un abri. Une fois celui-ci trouvé, je constate que la pluie est particulièrement forte. Celle-ci n'a pas l'air prête de s'arrêter, alors autant se réfugier à l'intérieur et attendre qu'elle passe. Encore une fois, Konata n'émit guère d'objection. Notre chance a voulu que nous trouvâmes refuge au cœur d'une laverie. Du coin de l'œil, je voyais Konata s'activer. Mais soudain, elle enleva sa robe. Je dois bien vous dire que je m'y attendais pas. Je lui demande ce qu'elle peut bien être en train de faire. Elle me répond que ses vêtements sont trempés et que c'est particulièrement désagréable de les porter. Du coup, elle s'est dit qu'elle allait les mettre au séchoir. Autant profiter du peu de fortune dont il jouisse en ayant trouvé un tel endroit. Se penchant lascivement vers moi, elle me dit que je devrais faire la même chose. Je risque d'attraper froid si je reste comme ça. Sa main commence à lever mon sweat, mais à peine la sentis que je me retournai et me mis à me déshabiller moi-même. Konata me dit que je fais bien d'un air quelque peu démoralisé. Le séchoir lancé, nous n'avions plus qu'à attendre. Dos à dos, j'avais du mal à garder mon sang-froid, et pourtant c'est maintenant que je dois en faire preuve. Mais ce pesant silence fut rompu par une énième sonnerie de mon téléphone. En y repensant, je pourrais demander à mon éditeur de nous envoyer un taxi pour nous ramener. Mais à peine retourné que je vis Konata raccrocher l'appel. J'avais bien compris le fond du problème, et je lui demande si elle n'a pas un problème avec mon éditeur. Elle me répond en détournant la tête et le regard que non, pas vraiment. Je lui réponds qu'elle a beau avoir un caractère et une personnalité assez sévère, c'est bien grâce à cela qu'on a pu être sérialisé. Ainsi, j'apprécierais énormément que toutes les deux arrivent à s'entendre vis-à-vis de moi et aussi pour le manga. Elle me répond qu'avant tout, elle a une question à me poser. Elle me demande si je trouve mon éditeur joli. Je dois dire que j'étais assez surpris de cette question. Et je lui ai dit que j'y ai jamais vraiment réfléchi avant. Comment est-ce que les gens l'aperçoivent? Je demande à Konata son avis à elle. Celle-ci était parfaitement ahurie par ma réponse, mais elle laisse échapper un petit rire accompagné d'un sourire et me dit qu'elle arrêtera l'interrogation ici. En toute honnêteté, j'étais complètement paumé. Elle revient à ma remarque initiale et me dit qu'elle suppose qu'elle peut s'entendre un peu mieux avec elle. J'avais de quoi me satisfaire d'une telle réponse. À vrai dire, j'en étais ravi. Aussitôt dit que le séchoir sonna la fin de son travail. À l'extérieur, la pluie avait laissé place à un magnifique ciel bleu. J'invite ainsi Konata à rentrer. Autant dire qu'une fois chez moi, on s'est bien fait engueuler. Dévorant mon bol de ramen, je dois bien dire que ça fait quelque temps qu'on mange bien ici. Que ce soit Konata ou moi-même au fourneau, on se débrouille plutôt bien. Cela dit, mon attention se porte sur celle-ci. Elle n'a presque pas touché à ce que je lui ai préparé. Je lui demande s'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que le plat n'est pas à son goût? Elle me dit que ce n'est pas ça, c'est juste qu'elle n'a pas très faim aujourd'hui. Pour sûr, j'espère que c'est juste ça. Mon repas terminé, je partis faire la vaisselle. Par contre, je dois dire que j'ai trouvé Konata un peu étrange tout à l'heure. Elle semblait ailleurs. Peut-être est-elle épuisée à cause du rendez-vous d'hier. Il faut dire que la pluie battait fort. Mais soudainement, un flash me revint. C'est étrange, c'est comme si j'étais sur le point de me rappeler de quelque chose. Mais au même moment, j'entendis un bruit sourd provenant de la chambre. Inquiet, je me dis qu'il vaudrait mieux que j'aille vérifier. Une fois rentré, je vis Konata effondrée au sol. Je lui demande si elle va bien. Elle me dit faiblement que ça va. Elle a juste trébuché. Je continue et lui demande si elle n'est pas blessée. Mais à peine ai-je posé ma main sur elle que je la sens brûlante. Je lui dis qu'elle doit s'allonger, se reposer, surtout ne pas forcer. Je lui demande si elle se sent capable d'aller jusqu'à sa chambre. Mais elle me répond qu'elle ne s'en croit pas capable. Elle me demande, les larmes aux yeux, si je peux la porter. J'ai beau marquer un temps de pause face à une demande aussi embarrassante, je m'y attelle sans perdre de temps. L'heure n'est pas à l'embarras. Ayant préparé le nécessaire pour la soulager, je faisais les 100 pas à ses côtés en pondérant les options. Quoique, j'étais surtout en train de me demander ce que je devrais bien faire dans une telle situation. Bon sang, je dois me ressaisir. Elle s'est occupée de moi pendant que je souffrais et maintenant est l'heure de lui retourner l'immense faveur qu'elle m'a faite. Je lui dis que je lui ai apporté de quoi se réhydrater ainsi que des médicaments. Je lui fais également savoir que si elle a la moindre requête à me soumettre, qu'elle n'hésite surtout pas. L'important est à son rétablissement. Elle me dit que puisqu'il en est ainsi, son dos est tout moite à cause de la sueur. Est-ce que je pourrais l'aider à s'essuyer et à changer de vêtements? Surpris face à une telle demande, je lui demande bien étonné si elle est sérieuse. Elle me répond que je lui ai pourtant promis que je ferais ce qu'elle veut. Elle a raison, je peux pas revenir sur mes paroles. Alors qu'elle cache timidement sa poitrine par la couverture, je m'attelle à la tâche. Maintenant que j'y pense, sa peau est incroyablement pâle. Peut-être est-ce cela parce qu'elle ne sort que très peu. Passant accidentellement la serviette sur son aile d'ange, je laisse échapper un petit gémissement. Retirant tout de suite ma main, je lui dis que je suis désolé. Alors que son regard se faisait plus vide que jamais, elle me dit que c'est pas grave, ça l'a juste chatouillé un peu. Mais à peine ces mots prononcés qu'elle perdit subitement connaissance. Essayant de la rattraper, je trébuche à mon tour et me retrouve au-dessus d'elle, le haut de son corps nu. J'étais véritablement pétrifié par la situation. L'appartement avait sombré dans le silence et mon cœur battait la chamade. Konata, mais sous mes yeux, c'est une Konata endormie, épuisée par la fièvre qui me faisait face. Reprenant mes sens, je me redressa aussi vite que possible. Qu'est-ce que j'étais sur le point de lui dire? À ce moment, la lucidité m'avait quitté, de sorte à en reprendre ne serait-ce qu'un brin, je pris la décision d'aller me rafraîchir les idées. Me passant tranquillement les mains sous l'eau, je poussai un soupir de sorte à faire retomber la pression. Maintenant que j'y pense, Konata avait bien acheté des médicaments contre la fièvre, puisque c'est elle qui m'a guéri peu avant la dernière semaine de mon confinement. Après un peu de recherche, j'avais mis la main dessus. Mais une fois la boîte ouverte, je constate avec surprise qu'il manque énormément de pilules. Également, il y a plein d'autres boîtes de médicaments dans le tiroir à pharmacie. Je n'arrive pas à me rappeler où et quand j'ai bien pu acheter autant de médicaments. Soudain, un flash de lucidité se présenta à moi. Jour après jour, Konata a pris soin de moi en me donnant
prenant les médicaments appropriés pour que je récupère. Oui, que je récupère du jour où je me suis effondré et du jour où elle m'a rencontré. Ce jour-là, c'est le jour où elle m'a sauvé. J'avais enfin compris que pendant tout ce temps, elle est restée à mon chevet jusqu'à ma guérison. Mais pas que, c'est aussi pour cela qu'elle fut si attristée quand je lui ai demandé pourquoi elle m'a confiné. Je n'ai guère besoin de me mettre à sa place pour comprendre la tristesse et la douleur qu'elle a ressentie à ce moment. Ces souvenirs ayant tout juste rejailli, je me devais d'aller la remercier comme il se doit. Ouvrant doucement la porte de sa chambre, je lui annonce que je rentre. La beauté endormie continuait de se reposer. En la regardant dormir aussi paisiblement, je ne peux toujours pas réaliser qu'une fille aussi mignonne ait pu confiner quelqu'un comme moi pour son propre bien. Certes, maladroite, il n'y a pas de mots qui puissent décrire sa gentillesse. Mais au même moment, elle s'est mise à parler dans son sommeil. Et ces mots, jamais je ne pourrai les oublier. Sensei, elle l'aime. Le soleil se leva et marqua un nouveau jour. Konata s'habillait tranquillement et prenant une gorgée d'eau avant de boucler son petit nœud papillon, elle est sortie de sa chambre, rayonnante. Elle me salua et je la fis remarquer qu'elle a bien meilleure mine que la veille. Ça, je le lui fais remarquer, le sourire aux lèvres. À ce propos, j'étais sur le point de commencer à faire à manger, ce à quoi elle me répond qu'elle crève de faim. Cela dit, me rappelant très bien des mots qu'elle a eu prononcés en son sommeil, je la regarde du coin de l'œil, mais elle me demande s'il y a un problème. Je lui réponds mécaniquement que non, y a rien. Je n'ai même pas eu besoin de poser la question, que j'ai déjà ma réponse, mais elle ne semble pas se rappeler de ce qu'elle a dit dans son sommeil hier. Ce moment où elle m'a involontairement confessé ses sentiments. Puisqu'en théorie, j'ai le rôle de l'adulte responsable, je devrais adresser la situation, mais j'ai pas envie de la mettre mal à l'aise non plus. Si elle ne m'en a jamais parlé, c'est qu'il y a une raison, et je refuse de faire preuve d'inconsidération vis-à-vis d'elle. Je l'interpelle et lui dis que si elle se sent mieux, peut-être souhaiterait-elle sortir un instant, se promener avec moi. Bien intriguée quant à ce que je peux avoir derrière la tête, elle me dit qu'elle n'y voit pas de problème et qu'on n'a qu'à y aller après avoir mangé. Une fois le repas fini, nous avons quitté le complexe résidentiel pour nous rendre au parc le plus proche. Alors que nous marchions déjà depuis un temps certain, elle me demande ce qu'il y a, si j'ai quelque chose d'important à lui dire. Je lui réponds que c'est peut-être un peu tard, mais je me suis dit que je devrais la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Il y a peu, je me suis rappelé d'éléments datant de mon effondrement et ainsi du jour où je l'ai rencontrée. J'ai enfin compris que c'est à partir de ce moment qu'elle a pris soin de moi, et elle est restée à mon chevet uniquement par empathie, motivée par sa gentillesse. Son regard s'éclaircissa enfin et, continuant ma tirade, je lui dis que peu importe sa gestion de la situation, qu'elle soit appropriée ou non, le fait est qu'elle m'a sauvé la vie. À ces mots, Konata dévoila une expression concédant volontiers qu'elle y est peut-être allée un peu fort. Mais qu'importe, sa présence à mes côtés m'a inspiré un nouveau manga. Ça n'est ni mentir, ni exagérer que de dire que sans elle, je n'en serais pas là aujourd'hui. Alors merci du fond du cœur. Aussi, je voudrais lui demander quelque chose qui va paraître égoïste, mais si elle n'y voit pas d'inconvénient, voudrait-elle devenir ma petite amie? Je voyais l'émotion monter à l'aube de ses pupilles. Les larmes aux yeux, elle me dit que c'est avec plaisir. Bien que je pouvais m'attendre à une telle réponse, je suis quand même soulagé qu'elle souhaite partager les sentiments qu'elle a gardés jusqu'alors enfouis. Prenant sa main, je ne peux être plus heureux que d'avoir Konata à mes côtés, non pas seulement pour le travail, mais aussi pour que nous partagions nos quotidiens ensemble. Par contre, j'ai quand même une question, mais comment est-ce qu'elle a su où est-ce que j'habitais? Celle-ci me dit que c'est une histoire pour une autre fois. Quelques instants plus tard, peu avant notre retour chez nous, j'ai reçu un appel de mon éditeur. Surpris, je décroche et lui demande s'il y a un problème. Elle me dit que nous devons organiser une réunion le plus vite possible. Surpris et ne comprenant guère son empressement, je lui demande s'il est arrivé quelque chose de grave. La voix tremblante, les mots qui sortirent de sa bouche me glacèrent le sang. C'est impossible! Pourquoi maintenant? Elle me dit que la nouvelle est tombée il y a pas 5 minutes. Elle a beau s'y être opposée, elle a bien peur que l'on ne puisse rien y faire. Toujours aux côtés de Konata, je me figea sur place. Elle me demande inquiète ce qu'il se passe. La sérialisation du manga a été annulée.